Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on continue la correction de l'examen de rattrapage de vibration et on passe au deuxième exercice. Soit le système à 3 degrés de liberté suivants. Voilà, j'ai trois masses. Toutes les masses sont les mêmes, pour simplifier, et toutes les raideurs sont égales. On choisit comme coordonnées la position des centres de gravité des masses par rapport à la position d'équilibre. Et les masses, ils glissent sans frottement. On va définir une pulsation oméga 0 qui est égale à la racine carrée de K sur M, avec K la raideur de tous les ressorts et M la masse des trois masses. Alors on peut démontrer que la matrice des raideurs, assez facilement en fait, est donnée par cette matrice. C'est très simple, on peut utiliser donc la méthode des coefficients d'influence. Par exemple, on va bloquer M2, M3 et on impose un déplacement unitaire à M1. Je vois que cette masse M1, elle est maintenue par les ressorts K1 et K2 qui sont parallèles. Et donc, ça fait une raideur de 2K. Cette masse M1, il va transmettre une force égale à moins K à la masse M2 et rien à la masse 3 puisque la masse M2 il est bloquée, donc aucune force n'arrive jusqu'à M3. De même, si je bloque M1, M3 et j'applique une force unitaire à M2, donc je vois que M2 il est maintenu par 3 ressorts en parallèle. Et donc la raideur, c'est la somme des 3, et donc ça donne 3K. Et donc M2, il va transmettre une force égale à moins K à M1 et moins K à K3. Puis si je bloque M1, M2 et j'applique une force unitaire à M3, donc je vois qu'il y a un seul ressort entre M3 et M2, et donc ça fait que la force ici c'est 1. Et puis le fait d'imposer un déplacement unitaire à M3 va transmettre une force égale à moins K à M2. Et donc voilà la matrice K. Ce n'est pas l'objet de cet exercice. En fait, appliquer les coefficients d'influence pour arriver à la matrice K est beaucoup plus facile que, c'est ce qu'on va voir, que d'utiliser la méthode des coefficients d'influence pour trouver la matrice de flexibilité qui est l'inverse de la matrice de rigidité. Alors, en utilisant la méthode des coefficients d'influence, trouver la matrice de flexibilité et puis pour simplifier les calculs, je donne donc la diagonale. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est trouver. En plus, la matrice, elle est symétrique, donc il suffit de trouver ces trois termes, ou bien ces trois termes. Allons-y. Donc, comme pour la méthode des coefficients d'influence que nous avons utilisée pour trouver la matrice des raideurs, la matrice de flexibilité est trouvée colonne par colonne en imposant à chaque fois une force unitaire à une des trois masses et rien sur les trois masses. Attention, pour obtenir la matrice de flexibilité, on ne bloque pas les autres masses. Tout ce qu'on fait, c'est appliquer à chaque fois une force unitaire à une des masses. Et les autres, on ne fait rien. Alors, justement, pour trouver la première colonne, on va appliquer une force unitaire à la première masse. Alors, comme on travaille en statique, en fait, on fait comme si les masses n'existent pas, hein, puisque en fait, il n'y aura pas de force d'inertie mx de points. Donc, les forces, ils vont être dues à la déformation des ressorts. Et par conséquent, en fait, qu'on ait ici une tonne ou un kilogramme, ça ne change rien en statique. Bien sûr, on a supposé qu'ici, il n'y a pas de frottement, etc. Alors, voyons voir. Cette masse M1, à laquelle nous avons appliqué une force unitaire, elle est maintenue à gauche par un ressort de raideur K. Et puis, qu'est-ce que je trouve à partir de cette masse jusqu'à un point fixe, donc
jusqu'au bâti. Je trouve premier ressort, deuxième ressort, et ces deux ressorts, ils sont en série. Ça veut dire que la raideur équivalente ici est de K sur 2. Et donc, quelle est la situation? J'ai une masse qui est maintenue à gauche par un ressort de raideur K et à droite par un ressort de raideur K sur 2. Et ces deux ressorts, ils agissent en parallèle. Ça veut dire que la raideur équivalente, si je veux mettre un seul ressort, en fait, c'est la somme des deux. Donc, c'est K plus K sur 2, ce qui donne 3K sur 2. Alors, une force unitaire appliquée à une masse, et cette masse est retenue par un ressort de raideur 3,5K, cette masse se déplace de, donc j'ai F égale K fois X, le déplacement c'est F sur la raideur. Or, la raideur équivalente c'est 3 sur 2 fois K. Et donc, j'ai la force qui est égale à 1. Par conséquent, le déplacement de X1 c'est 1 divisé par 3K sur 2, ce qui donne 2 sur 3K. Et donc voilà, 2, X1 c'est 2 sur 3K. Maintenant, la force unitaire que nous avons appliquée au centre de gravité de M1 va être divisée en deux forces. Une qui va transiter par la gauche et l'autre par la droite. Alors voyons voir d'abord la force qui va transiter par la gauche. Donc j'ai le ressort, en fait, il va avoir une force qui le traverse qui est égale à K1 fois X1. Or, X1, je viens de la calculer, c'est 2 fois 3K. Et donc, la force qui va transiter par la gauche, c'est 2 sur 3K fois K, égale à 2 tiers. Donc, la force unitaire que j'applique au centre de gravité, 2 tiers passent à gauche et par conséquent, 1 tiers passe à droite. Alors, cette force-là, il transite par ce ressort-là de raideur K2, puis par la masse, puis par K1. OK? Et donc, cette extrémité, donc l'extrémité du ressort qui est traversé par une force égale à 1 tiers, va être égale à 1 sur 3K. Et le déplacement, en fait, tous les points, puisque c'est un corps rigide, tous les points de M2, ils se déplacent de 1 sur 3K, y compris le centre de gravité. Donc, quand j'applique une force unitaire à la masse M1, la masse M2 se déplace de 1 sur 3K. Alors maintenant, cette force de 1 tiers, en fait, puisque M3 n'est pas contrainte par un autre ressort de se déplacer, donc rien ne l'empêche de se déplacer. Il n'y a pas de frottement ici. Donc si j'applique une force ici, pourquoi il va résister? En fait, il va suivre. Ce ressort-là, K3, il ne va pas être sollicité. Donc si je mesure la distance entre les extrémités avant et à gauche, ça va être la même chose. Donc je vais avoir X3 égale à X2. Et donc voilà, j'ai X3 égale à X2. Et donc j'ai A1 ici. Alors, du moment que j'ai trouvé la première colonne, j'ai aussi trouvé la première ligne. Donc, il ne me reste plus qu'à trouver un seul élément de ma matrice de flexibilité. Alors, on va faire exactement la même chose. On va appliquer une force unitaire à la deuxième masse. Alors, en appliquant cette force, qu'est-ce que je vois? La masse M2, en fait, elle est retenue à gauche par deux ressorts en série. Donc, ils vont avoir une raideur équivalente de K sur 2. Et à droite, j'ai un ressort de raideur K. Donc, la masse M2, elle est maintenue par deux ressorts en parallèle, un de raideur K et le deuxième de raideur K sur 2. Donc, la raideur équivalente, c'est 3K sur 2. Et donc, j'applique une force unitaire, le déplacement il va être égal à 2 sur 3K. Mais ça, on le savait déjà. C'est juste à titre de vérification. 2 sur 3K. Alors maintenant, en fait, comme tout à l'heure, la force unitaire va être appliquée ici. Et là, M3, il va tout simplement suivre. Il n'y a pas de ressort ici qui va bloquer son mouvement.
la masse M3, elle est libre. Si je pousse ici, ça va suivre. Donc, si j'applique une force, ça va suivre. Et donc, je vais avoir X3 égale à X2. Et donc, ça va aussi être égal à 2 sur 3K. Je peux aussi faire le raisonnement des forces, etc. Donc, ici, j'ai une force unitaire. À droite, je vais avoir une force égale à K fois le déplacement de X2, qui est égal à 2 sur 3K. Et donc, 2 tiers passent ici. Et donc, 1 tiers passe là. Et donc, je vais suivre cette force jusque-là. Donc, ce ressort-là, il est traversé par une force égale à 1 tiers. Et donc, son extrémité, il va se déplacer de 1 sur 3K. Et donc, le déplacement de ce point, c'est un corps rigide, et le même pour tous les points du corps, en particulier du centre de gravité de M1. Et donc, je trouve 1 sur 3K. Et donc, puisque j'ai trouvé cet élément-là, la matrice, elle est symétrique. Et donc, je trouve ma matrice de flexibilité. En fait, j'aurais pu commencer par appliquer une force unitaire à la troisième masse. Voyons voir ce que ça aurait donné. Ok, maintenant, donc, j'applique une force unitaire à la troisième masse. Et donc, cette force unitaire. Donc, avant de m'intéresser à la force, quelle est la situation? Donc, voyons voir qu'est-ce que je trouve sur mon chemin. Donc, à partir de la masse M3, je trouve un premier nœud. Et donc là, j'ai un premier ressort. OK? Et à gauche de mon nœud, qu'est-ce que je trouve? 2 ressorts en série. Donc, j'ai en fait un ressort de raideur K en parallèle avec 2 ressorts en série, et les deux, ils sont en série avec la raideur ici K3. Donc la raideur équivalente, c'est 1 sur K plus 1 sur G2 en parallèle, et donc K plus K sur 2. Et donc ça donne 3/5 de K. J'applique une force unitaire à un ressort qui est maintenu par un ressort de raideur équivalent 3/5 de K. Donc le déplacement, c'est l'inverse, c'est 5 sur 3K. 5 sur 3K. Et là, je peux faire le raisonnement de la force. Donc la force unitaire appliquée à M3, elle est intégralement transmise à M2. Donc cette force, quand j'arrive ici, elle est la même. Et donc, je vois que ça, c'est un point de M2. La même force, elle est appliquée à M2. Or, nous avons vu que la masse M2, il est maintenue par un ressort équivalent de 3K sur 2. Pourquoi? Parce que j'ai 2 ressorts en parallèle, un de raideur K et un autre de raideur K sur 2, puisque ces 2 ressorts, ils sont en série. Okay? Et donc, la force unitaire appliquée à M2 fait que le déplacement X de 2, c'est égal à 2 sur 3K. Voilà, 2 sur 3K. Et donc, voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une force est égale à, puisque ici la force est unitaire, donc ça nous amène au raisonnement que nous avons utilisé avant. Donc, nous allons avoir 2 tiers qui passent ici et 1 tiers qui passe là, jusqu'à arriver à cette extrémité-là. Donc, j'ai une force de 1 tiers et par conséquence, ici ce ressort il est de raideur K. Donc, le déplacement, c'est 1 sur K, 1 sur 3K, pardon. Donc, 1 tiers, la force c'est 1 tiers, c'est pas 1. 1 tiers et la raideur du ressort K, ça fait que le déplacement, c'est 1 sur 3K. Et donc, nous avons vérifié. Alors, une petite vérification pour être tranquille. Donc, j'ai ma matrice des raideurs que j'ai donnée, ma matrice de flexibilité que j'ai trouvée. Je calcule la multiplication et je trouve que c'est l'identité. Ça veut dire que la matrice de flexibilité est la bonne. Hein, c'est l'inverse de la matrice des raideurs. Alors, nous allons voir une petite vérification sur Working Model. J'ai essayé donc de modéliser ce système-là sur Working Model. Alors, je commence d'abord par expliquer le système. Donc, voilà mes 3 masses, M1, M2, M3. J'applique 3 forces au centre de gravité.
Alors, pour mieux les contrôler, voilà les intensités. Donc, je peux avoir soit 1, soit 0. Donc, voilà F1. Par exemple, en ce moment-là, j'ai une force unitaire qui est appliquée au centre de gravité de M1, rien sur le deuxième centre de gravité et rien sur le troisième. J'ai aussi fait que le déplacement réel des trois masses est affiché ici. Donc, rappelons-nous que la première colonne de ma matrice de flexibilité, c'est 2, 1, 1, et avec un coefficient de 1 sur 3K. Je vais y revenir. Donc, en fait, je ne peux pas appliquer la force unitaire ici et avoir instantanément le résultat, puisque en fait, ici, c'est un problème dynamique. Le système, les trois masses étaient au repos, et vous appliquez une force unitaire subitement. Donc, le système, il va bouger. Pour accélérer, donc, et en fait, ça va être difficile de stabiliser le système si on n'ajoute pas du dumping, donc de l'amortissement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'amortissement, en fait, on va avoir un mélange des trois modes du système-là qui vont apparaître. Donc, pour amortir assez rapidement donc, les vibrations, ce que j'ai ajouté des amortissements, des amortisseurs qui sont liés aux trois masses. Alors, lorsque j'applique une force de 1, 0, 0, qu'est-ce qu'on remarque? En fait, x2 égale x3, et puis x1 égale 2 fois x1, comme on a trouvé sur la matrice de flexibilité. Mieux encore, en fait, les ressorts, ils ont une raideur de 10, voilà, de 10. Et donc, si je calcule le 1 sur 3K, donc 1 divisé par 3 divisé par la raideur K, c'est 0,0333. Et c'est ce qu'on a. Voilà, 0,0333. Et donc, ça veut dire que mes calculs de la matrice de flexibilité, ils sont justes. Donc, on va faire les autres vérifications. Donc, pour accélérer les choses, je vais faire une petite pause, laisser le système converger parce que au départ, en fait, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, je fais un reset et puis lorsque je vais lancer la simulation, les corps, en fait, ils bougent. Regardez. Et donc là, je vais pour les autres colonnes, les autres schémas d'application de la force, je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à la convergence. Donc voilà le résultat lorsque j'applique une force de 0,10, une force unitaire uniquement à la deuxième masse. Donc j'ai x1 égale 1 sur 3K, x2 égale 2 fois 1 sur 3K et x3 égale x2. C'est ce que nous avons trouvé comme deuxième colonne de K, de A, de la matrice de flexibilité. Et voilà enfin les déplacements lorsque j'applique une force unitaire à la troisième masse. 0,01 sur la troisième masse. Donc j'ai x1 égale à 1 sur 3K, x2 égale 2 fois et x3 égale 5 fois. Ça veut dire qu'on peut être tranquille, il n'y a pas de problème dans le calcul de notre matrice de flexibilité. La vérification suivante, nous allons la faire sur Octave au lieu de MATLAB, c'est la même chose. Et donc, puisque je n'ai pas Octave qui est installé localement, en fait, on peut utiliser une version online. Donc, si vous allez sur octave-online.net, on a la possibilité de lancer des commandes sur Octave. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai introduit la matrice K. Et puis, je vais calculer l'inverse de K. Mais comme j'ai 1 sur 3 en facteur, je vais multiplier le résultat par 3.
Et là, je peux faire ma vérification. J'ai bien 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 5. Et donc, deuxième vérification. On continue l'exercice. On nous demande d'utiliser la méthode de Dinkerley pour estimer la première pulsation propre du système. Alors, on donne aussi la vraie pulsation propre. Et là, comment on obtient la vraie pulsation propre? Donc, sur Octave, on tape V,D égale et K,M. Et donc, dans V, je vais avoir les vecteurs propres, les vrais vecteurs propres. Et sur la diagonale de D, je vais avoir les pulsations propres au carré. Je n'ai pas défini la matrice M, c'est pas grave. Donc, c'est l'identité 3. Et là, je relance la... Voilà. Donc, je peux dire diag D. La matrice D, c'est une matrice diagonale, si je veux afficher uniquement la matrice D. Et puis, je peux demander la racine carrée, hein, puisque sur la diagonale de D, j'ai les carrés des pulsations propres. Et donc, voilà. Pour la première, c'est 0,6840. Donc, c'est là où je l'ai calculé. Alors, que dit la méthode de Dinkerley? 1 sur la première pulsation propre approchée par la méthode de Dinkerley au carré, c'est égal à la somme des MI fois les éléments de la diagonale de la matrice de flexibilité. Alors, nous avons trouvé la matrice de flexibilité. Les éléments de la diagonale sont 2, 2, 5. Et puis les trois masses sont égales. Donc, j'ai 1 sur oméga 1 d au carré égale à m facteur de 1 sur 3k. Et puis les éléments de la diagonale 2 plus 2 plus 5. Ça fait 9 divisé par 3. Et donc, ça fait 3m sur k. Or, m sur k, c'est 1 sur oméga 0 au carré. Rappelez-vous, nous avons introduit donc cette pulsation propre oméga 0 égale racine carrée de k sur m. Et donc, la première pulsation propre approchée par la méthode de Dinkerley, c'est égal à 1 sur racine de 3 oméga 0, ce qui donne 0,55 oméga 0. Alors, il faut le rappeler, la méthode de Dinkerley donne toujours une valeur par défaut. Ici, j'ai 0,684 et là, j'ai 0,557, donc c'est vérifié. J'ai obtenu une pulsation propre approchée par défaut. Question suivante. Le premier mode propre est proche du vecteur 1, 1,5, 3. Alors, en fait, si je vais sur Octave, je demande quels sont les vecteurs propres. Donc là, je vais dire, OK, donnez-moi toutes les lignes, mais la première colonne, et je divise par le premier élément. Comme ça, je vais avoir un vecteur propre de la forme 1, XX. Donc voilà. Alors, en fait, c'est ce que j'ai fait avant de poser l'exercice. J'ai vu le vrai vecteur propre, et donc j'ai pris 1, 1,5, et j'ai majoré ici 3. 1, 1,5, 3, c'est un vecteur qui est proche du premier vecteur propre. OK? Trouvez la première pulsation propre approximée par le quotient de Rayleigh. Le quotient de Rayleigh, on le connaît. Donc, si j'injecte un vecteur qui est proche d'un mode, en fait, le quotient de Rayleigh correspond à la pulsation propre au carré de ce mode. Donc là, on a dit que c'est proche du premier mode. Donc, le quotient de Rayleigh, ça va être égal à oméga 1 au carré, et là, approché par la méthode de Rayleigh. Et donc, il suffit de faire le calcul. Je trouve oméga 1 R au carré, c'est égal à 23 sur 49 oméga 0 au carré. Et par conséquence, oméga 1 R, c'est racine carrée de 23 sur 49 oméga 0, ou bien 0,685. Alors, il faut aussi rappeler que la méthode de Rayleigh donne toujours une valeur par excès. Et là, on peut voir que, en fait, c'est très, très, très proche. Malgré le fait que, en fait, le vecteur, il est, par exemple, pour le troisième élément, il est de 2,8. Donc, il est proche, mais en fait, comme nous l'avons vu, le quotient de Rayleigh, en fait, il est stationnaire
Et donc, je vais avoir toute une zone où, peu importe les valeurs qu'on prend, il suffit d'être proche et non pas égal, hein, proche du premier vecteur propre. Et on va avoir une pulsation, un quotient de Rayleigh qui n'est pas très loin de la première pulsation propre. Question suivante, le deuxième mode approximé est 1 tiers moins 1 demi. De la même manière, comment je l'ai fait? Donc je prends le deuxième élément de ma matrice V, donc la deuxième colonne, et je la divise par la première ligne, deuxième colonne. OK. Donc qu'est-ce que ça donne? 1, 0,3473, il est proche de 0,3333, et moins 0,5321, il est proche de moins 0,5. Et donc, un vecteur sous forme de fraction, c'est 1 tiers, moins 1 demi. Alors, on nous demande, nous avons déjà le premier mode approché, deuxième mode approché, on demande le troisième mode. Alors, et donc là, on va écrire le troisième mode. Comme vous savez, un mode, elle est à une constante près. Donc, on va choisir le troisième mode de façon à ce que le premier élément égale à 1. Et donc, je mets mon vecteur sous forme de 1 à B. Alors, on sait qu'il y a deux conditions d'orthogonalité. Donc, les vecteurs propres, ils sont orthogonaux par rapport à la matrice K et par rapport à la matrice M. Et nous allons choisir M. Pourquoi? Parce que M, ici, toutes les masses sont identiques. Donc, la matrice M, il va être proportionnelle à l'identité. Et donc là, il suffit de calculer un produit scalaire. Donc, notre troisième vecteur propre, il doit être orthogonal au premier mode. Et par conséquent, le premier mode, produit scalaire, troisième mode, doit être égal à 0. Ça me donne une équation. Ce même mode, le troisième mode, il doit aussi être orthogonal au deuxième mode. Et donc, j'ai une deuxième équation. Je combine les deux, la première équation et la deuxième. Par exemple, ici, je multiplie par 2 cette équation-là, et par 2 et puis par 3, donc je multiplie par 6, et je calcule la somme, ça me donne A égale à moins 2. Et donc, je vais utiliser une des deux équations pour trouver B égale 2 tiers. Et donc, le troisième mode, c'est 1 moins 2, 2 tiers. Voyons voir quel est le troisième mode qu'on obtient sur Octave. 1, pas loin de moins 2, et le troisième élément, 2 tiers. Pas loin de 0,6666. Donc, voilà. Merci pour votre attention.